Vous voyez, j'ai choisi de vous mettre quelques images parce que comme je ne suis pas sûr de vous intéresser, quand vous en aurez marre de m'écouter, vous pourrez toujours regarder les images, ça vous détendra. Évidemment, alors en plus, j'arrive après une longue journée où vous avez manifestement envisagé les choses sous tous les angles. D'ailleurs, je n'ai aucun doute sur le fait que, au moins, ce que vous ont dit Pierre-Henri et Catherine devait être tout à fait en phase avec ce que j'ai envie de vous dire. Et puis ce que j'ai entendu cet après-midi me convient aussi tout à fait. Donc, je vais essayer d'essayer de vous dire un peu pourquoi on vous a finalement embêté avec cette histoire, quoi, hein. Pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas contenté d'écrire sexualité et reproduction humaine, comme on le faisait depuis un certain nombre d'années. Pourquoi avoir appelé ça comme ça? Et je ne dis pas d'ailleurs pourquoi on a eu raison de le faire, hein, mais en tout cas au moins vous expliquer la genèse des choses. Alors, vous voyez qu'on peut aussi même, pourquoi pas, utiliser le sujet pour faire de l'éducation à l'histoire des arts, parce que il y a cette gravure de Trémois où vous voyez un couple enlacé et lui-même entouré par la silhouette d'une molécule d'ADN, ça pose bien les relations qu'au moins dans les années 70, vous voyez, on pouvait envisager entre la sexualité et une forme extrêmement stricte de programmation génétique. Vous voyez qu'on n'est pas très loin de la discussion qui vient à l'instant de se produire. Et ce que je voudrais, au fond, c'est vous dire pourquoi, à mon sens, tout ce qui a été dit, au moins cet après-midi, a quelque chose à voir avec ce que nous avons à faire, et en même temps, en quoi nous n'avons évidemment pas besoin de résoudre toutes les questions qui font controverse et qui viennent de s'agiter devant vous, pour faire ce que nous avons à faire. Nous avons un objectif qui est évidemment un objectif modeste, hein, limité, et je vais même presque essayer de vous le décrire en niant presque l'essentiel des projets grandioses qui vous ont été proposés cet après-midi. C'est-à-dire, au fond, nous n'avons pas envie de faire de la sociologie, l'idée de théorie du genre n'est pas en elle-même dans le programme, et donc, il s'agit d'essayer de vous convaincre que notre travail, c'est bien d'être des professeurs de biologie dans cette affaire. Je ne dis pas de SVT parce que, avouez que les géosciences sont quand même très peu concernées par le sujet. Bon, alors, l'une des questions fondamentales, c'est est-ce que nous avons raison ou pas, dans un programme de SVT, d'aborder des questions de société? Est-ce que nous avons raison ou pas d'aborder donc, évidemment, des questions qui ne regardent pas que nous? Et est-ce que nous avons raison ou pas de considérer qu'en tant que biologistes, nous avons à dire des choses spécifiques, nous avons à porter un regard spécifique sur des sujets qui, évidemment, ne concernent pas que nous? Autrement dit, est-ce que nous avons le droit ou le devoir d'aborder des questions sous l'angle que permet notre discipline, tout en montrant que nous ne prétendons pas embrasser la totalité du sujet, mais que nous estimons que nous avons notre part dans le débat un peu global de la question. Voilà pourquoi je vous ai mis l'idée de complexité en exergue de ce que j'ai à vous dire, parce que pour moi c'est bien de ça qu'il s'agit. En quoi, finalement, devons-nous, en tant que biologistes, aborder, sous l'angle de la biologie, une question qui est si complexe qu'évidemment elle dépasse toujours forcément la question de la biologie. Alors, vous savez, il se trouve que nous avons une discipline, je vais essayer, si vous voulez, de replacer peut-être cette question du genre dans une vision un peu plus générale de nos affaires. Il se trouve que nous avons une discipline dont la légitimité ne va pas de soi. C'est comme ça. Je le déplore autant que vous, mais c'est comme ça. Personne ne se demande s'il est légitime d'enseigner ou pas, dans telle ou telle classe, les mathématiques. Bon.
eh bien, tout le monde se pose cette question à propos des sciences de la vie et de la Terre, et pratiquement dans n'importe quelle classe. C'est comme ça. De telle sorte que nous avons aussi l'obligation d'essayer, en même temps que nous écrivons le contenu de ce que nous voulons faire, de présenter cette discipline comme ayant une certaine légitimité. Et vous voyez, je vous ai mis 2 déclarations, côte à côte. Je vous laisse deviner laquelle a ma préférence. Mais vous voyez qu'il est possible d'être parfois confronté à des déclarations, y compris de décideurs, qui sont capables de tenir des propos à l'emporte-pièce qui, d'un détour de phrase, peuvent nier la légitimité même de notre existence. Alors, ce n'est pas la biologie dont il est question ici, mais on en trouverait. Et vous voyez qu'entre des justifications intellectuelles et intelligentes, et puis des arguments à l'emporte-pièce brutaux, comment se situe-t-on et comment peut-on essayer de vendre les choses? Voilà pourquoi on est obligé, qu'on le veuille ou non, quand on essaye de vendre notre discipline, passez-moi l'expression, mais c'est pourtant bien de ça qu'il s'agit, on est obligé de trouver un certain nombre d'arguments de vente. Autrement dit, à quoi ça sert d'embêter les élèves avec des SVT? Alors, je vous le fais très schématique, bien entendu, mais juste pour essayer de poser les choses dont j'ai besoin. Je dis, voilà, il y a 2 raisons de faire des SVT, et il y a 2 objectifs quand on fait des SVT. Première raison, c'est ce que j'appellerais la science fondamentale, celle qui fait plaisir, celle qu'il est agréable et utile pour soi d'apprendre pour construire sa culture. Et puis, il y a une dimension appliquée, que ce soit une application individuelle ou collective. Et puis, il y a 2 objectifs, c'est-à-dire quand on enseigne les SVT, eh bien, on essaye de les enseigner à tout le monde, c'est-à-dire avec une dimension culturelle, mais aussi parfois à quelqu'un qui va choisir de se spécialiser dans la discipline, dans une partie de la discipline. Donc c'est à la fois de la science pour tous, à dimension culturelle, et de la science qui prépare le tout début, on est en lycée, d'un projet personnel qui, pourquoi pas, peut aboutir à un métier. Et voilà pourquoi, quand on essaye de croiser ces 2 raisons et ces 2 objectifs, eh bien on aboutit à une structure globale. Voilà pourquoi on a construit comme ça le programme de lycée, où l'on a dit, eh bien nous avons nos 2 raisons, vous savez, cette raison fondamentale et appliquée, nous pouvons les décliner de la manière suivante. Une raison fondamentale, qui est cette construction du grand récit argumenté au sens scientifique du terme, de la Terre, l'univers, la vie, etc. Et puis, on a 2 raisons appliquées, qui sont définies à 2 échelles différentes, une échelle planétaire et une échelle individuelle. D'accord ? Et quand on croise ces 3 grandes catégories avec les 2 objectifs, la science pour tous, colonne du milieu, et la science pour chacun, si vous voulez, colonne de droite, voilà comment on arrive un peu à structurer très globalement le programme dans son ensemble. Bon. Alors il se trouve d'ailleurs que la personne qui a eu essentiellement l'idée de cette organisation, vous l'avez entendu hier, je ne sais plus exactement de quoi elle est venue vous parler, mais c'est Béatrice Salvia, et ce n'est pas non plus tout à fait un hasard si nous avons une préface écrite exprès pour notre laboratoire, pour notre programme de seconde, par Michel Serres, qui se répand un peu partout en expliquant que c'est elle qui a révolutionné sa façon de voir la biologie. Voilà. Donc, enfin, en tout cas, voilà en gros comment s'organisent très globalement les choses. Alors, je vais passer assez vite sur, évidemment, les textes de programme, et puis, sinon j'ai déjà passé beaucoup de temps, mais je vais essayer de vous expliquer dans la suite pourquoi tout ça nous a conduit finalement à appeler ce thème masculin-féminin et non pas reproduction et sexualité chez l'homme comme d'habitude. Quel est le but? Et je reviendrai un petit peu plus tard plus en détail. Quel est le projet? C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le projet, c'est bien de proposer une vision de la dimension scientifique de la question. On est bien dans l'approche scientifique. Mais en même temps que nous devons nous limiter à notre champ de compétences qui est l'approche scientifique, nous devons aussi accepter l'existence d'une confrontation avec d'autres champs. C'est ce qui rend
l'exercice extraordinairement difficile, bien sûr, puisque c'est en soi difficile de rester dans son champ de compétences tout en affirmant, quelqu'un disait tout à l'heure, la confrontation. Je préférais plutôt l'idée d'interface avec d'autres champs intellectuels qui permettent d'avoir une vision globale des choses. Et puis, pourquoi pas, la possibilité d'ancrer dans cet enseignement sensu stricto des approches plus croisées sous la forme d'autres dispositifs institutionnels qui permettent à ce moment-là d'avoir des parcours à plusieurs, pourquoi pas en commun, un professeur de philosophie et un professeur de SVT qui là, à ce moment-là, permettent d'explorer davantage, au-delà du champ même de la discipline au sens strict. Autrement dit, voilà, calmons le jeu, c'est pas si compliqué que ça, l'objectif n'est pas fondamental. Maintenant, je voudrais prendre le problème sous un autre angle. Dès l'instant que nous avons admis qu'il y avait donc une dimension scientifique et d'autres dimensions dans un même sujet quel qu'il soit, eh bien, on est conduit très directement, notamment sur ces questions-là, à interroger la relation qu'il y a, ça a été évoqué plusieurs fois, j'insiste pas, entre nature et culture sur le plan de ces questions-là. Et je voudrais surtout, alors, on pourrait presque dire que dans une vision caricaturale, qui ne suffit pas, bien entendu, que le biologiste s'occupe de la dimension nature de la chose, tandis que les autres s'occupent de la dimension culture. C'est en tout cas la manière simpliste dont sont présentées les choses. Ce que fait ce programme, c'est de nier cette présentation simpliste des choses. Ça consiste à dire simplement, ça ne marche pas. Et pour essayer de vous convaincre que ça ne marche pas, je voudrais vous parler d'autre chose. Supposez que vous vous posiez la question de savoir pourquoi je suis en train de vous parler en français. Et je suis en train de vous dire un certain nombre de choses. Il y a un contenu dans ce que je dis, enfin, j'espère, du moins. Bon. Ce que je suis en train de vous dire, évidemment, je ne pourrais pas vous le dire si je n'avais pas de corde vocale, si je n'avais pas un certain nombre de structures cérébrales dont tout le monde s'accordera à dire qu'elles sont tout de même très déterminées génétiquement dans leur construction. Mais en même temps, si je n'avais que des cordes vocales et des circuits cérébraux, je n'aurais rien à vous dire. Je n'aurais même pas de langage. Autrement dit, ce que je suis, c'est-à-dire quelqu'un qui parle en français d'un certain nombre de sujets à des gens qui entendent le français et qui comprennent en gros ce que je suis en train de dire, eh bien, c'est évidemment le résultat à la fois d'un certain nombre de processus biologiques, innés si l'on veut, mais encore, et d'une certaine action culturelle, si vous voulez, ou en tout cas le résultat d'une histoire personnelle qui a fait que j'en suis aujourd'hui à vous dire ce que je suis en train de vous dire dans la langue dans laquelle je suis en train de vous parler. Alors, ça c'est assez banal, et vous voyez que c'est un problème simplement de relation génotype-phénotype. Je peux généraliser ça en disant tout ce que je suis, c'est-à-dire tout mon phénotype, résulte de l'expression de mon génotype en interaction permanente avec des influences du milieu, et tout ça construit mon histoire personnelle et aboutit à ce que je suis. Si on dit ça à propos de la langue que l'on parle et du propos qu'on est en train de tenir, ça n'embête personne. Quand on dit la même chose à propos du sexe, ça embête les gens. Je voudrais juste, avant de revenir un peu plus sur la question du sexe, attirer votre attention par une métaphore. Vous savez, quand on évoque ce genre de questions avec des élèves, ou même d'ailleurs avec des gens qui ne sont pas élèves, ils ont toujours tendance à dire, oui d'accord, alors il y a du programmé biologiquement et puis il y a du culturel, mais en quelle proportion? Bon. Alors, ma métaphore, c'est le concours hippique. Quand vous interrogez à la fin du concours hippique un cavalier, d'ailleurs je fais remarquer qu'on n'interroge jamais le cheval, mais toujours le cavalier, et qu'on lui demande, mais alors, la performance, c'est plutôt le cheval ou plutôt le cavalier?
immanquablement, le cavalier répond 50-50. Alors, je vous laisse méditer ces proportions. Est-ce que ça veut dire que si vous enlevez le cheval, on saute que la moitié des obstacles, ou qu'on saute 2 fois moins haut, et si vous mettez le cheval tout seul, enfin bref. Vous voyez l'absurdité de ce raisonnement, et ce qu'il y a d'absurde dans ce raisonnement, c'est son principe additif. Or, c'est exactement la même chose pour ce que je suis en termes de phénotype. Dire, est-ce que mon phénotype, c'est 50% mon génotype et 50% l'influence du milieu, c'est totalement absurde. C'est évidemment 100% l'un et 100% l'autre, ou si vous préférez, 100% l'interaction entre les deux. Alors, la question, c'est que si ça n'était pas vrai, ça, à quoi servirait l'école? Franchement. Hein? Si on pouvait faire 50% de ces performances en mathématiques sans aller en cours, je suis persuadé que la plupart des élèves se contenteraient de ces 50%-là. Hein? Vous voyez, donc ça n'a pas de sens. Et quand finalement, on disait que les controverses qui ont eu lieu tout à l'heure, M. Bassin disait que ces controverses remettent en cause le fondement même de notre métier. Mais vous voyez à quel point. C'est-à-dire que nier l'influence du milieu sur notre construction, c'est juste nier la raison d'être même de l'éducation. Si ce n'était pas vrai, l'école ne servirait à rien. Voilà, pour le coup, un bon moyen de trouver des économies à faire. Bon. Alors, dans le cas du sexe, ben, c'est exactement la même chose. Ce que je suis, en tant qu'homme, résulte évidemment d'un certain nombre de caractéristiques génétiques, mais aussi de l'influence du milieu. Et vous voyez où intervient, pour le biologiste, la sociologie, la société. Ça n'est jamais que l'un des facteurs du milieu, et pour le biologiste, c'est ça, c'est l'un des facteurs du milieu qui conditionne évidemment le fait que je deviens ce que je suis. Vous voyez, il me semble que si on présente les choses comme ça, il n'y a pas lieu de déclencher des guerres de religion. Alors, ce qui est étonnant, évidemment, c'est de se demander pourquoi, dans le cas du sexe, c'est si compliqué. Alors, je voudrais quand même, et puis après je vais vous parler très rapidement de l'histoire de la polémique, mais attirer votre attention sur un autre point. Ça ne vous surprendra pas, mais il se trouve que l'école a des concurrents. C'est-à-dire que si vous évoquiez, alors on peut dire ça d'une manière très générale, si un professeur évoquait un sujet scientifique quelconque, il y a à peu près un siècle, avec ses élèves, eh bien, il avait face à lui des jeunes gens et des jeunes filles qui n'entendaient parler de ces questions-là qu'à l'école et qui n'entendaient qu'un discours expert sur le sujet en question. Vous avez maintenant, face à vous, des élèves qui entendent parler de tout ça principalement ailleurs qu'à l'école et principalement d'une façon non experte. Évidemment, ça complique considérablement le métier. Il suffisait d'aborder un sujet scientifique qui était forcément nouveau pour l'élève pour le passionner. Maintenant, il en a déjà entendu parler. Et en général, finalement, quand vous commencez à y en parler, vous commencez presque toujours par quelque chose qui revient à dire « Attends, c'est beaucoup plus compliqué que ce que tu crois. » C'est bien parti. Bon, évidemment, on ne peut pas faire autrement. Bon. C'est vrai pour les images, bien entendu. Hein. Pensez au flux d'images que recevait un gamin à l'époque des cathédrales et le flux d'images qu'un gamin reçoit maintenant. Appliquez ça à la sexualité. La quantité d'images qui parlent de sexualité et que reçoit un gamin de 14-15 ans est très supérieure à celle de l'époque des cathédrales. Bon. Vous savez, quand on prend un élève de 14-15 ans et qu'on lui demande s'il a déjà vu un film pornographique, eh bien, il répond toujours oui, enfin, sauf celui qui ment. Donc, ils en ont tous vu. Quand on demande à un garçon de 14 ou 15 ans pourquoi il regarde des films pornographiques, savez-vous ce qu'il répond toujours? Il répond, c'est parce que je veux savoir ce que veulent les femmes. Bon. Alors, la question est la suivante.
Et c'est ce qui va nous conduire, enfin c'est l'une des raisons, qui peut permettre d'expliquer pourquoi on a renommé cette partie du programme. De deux choses l'une. Ou bien on considère que on peut continuer ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire parler assez bien de reproduction et de sexualité, en oubliant juste un mot, le plaisir. Le plaisir était la seule chose qui était absente de nos cours jusqu'à maintenant. Bon. Autrement dit, peut-on aujourd'hui accepter l'idée que la seule information qui concerne l'idée de plaisir est donnée par le flux d'images dont nous parlions il y a quelques instants? Moi, j'ai tendance à dire non. Dès l'instant qu'on dit que nous avons notre mot à dire, ça veut dire que nous avons à parler, non pas du plaisir, qui évidemment ne nous concerne pas seuls, nous biologistes, mais nous avons sans doute à dire un certain nombre de choses sur le plaisir en tant que biologiste. Quand je dis un certain nombre de choses, à mon avis d'ailleurs c'est très simple, c'est une chose. Vous savez, on a montré que dans une tête d'élève, dans une tête, on peut faire rentrer à peu près 2500 idées par an. Ça fait 50 par semaine. Ça fait, mettons, allez, 25 à l'école. Ça fait à peu près une par heure de cours. D'accord? Vous avez le droit de faire rentrer dans la tête de vos élèves une idée par heure. C'est-à-dire que tout ce que vous faites dans le reste du temps, c'est juste pour construire l'idée. Mais si à la fin de l'heure, il a retenu une idée qui tient en deux lignes, on est content. Et on a la capacité maximale d'une tête normale. D'accord? Donc sur ces questions-là, il n'y a pas beaucoup de grandes idées à construire. Et à propos du plaisir, il y en a une. Le plaisir, c'est dans la tête. C'est la seule chose qui m'intéresse. Si le gamin sait que le plaisir est dans la tête, alors par exemple, la jeune fille, qui est ce qui est majoritairement le cas, et qui a d'une manière ou d'une autre été bousculée sexuellement, à des degrés de gravité variables, et qui a probablement à cette occasion subi un certain nombre de stimulations périphériques, et qui probablement n'a pas éprouvé de plaisir, eh bien elle sait que c'est normal, parce que le plaisir c'est dans la tête. Vous voyez, c'est tout ce qu'on demande. Le plaisir, c'est dans la tête que ça se passe. Il ne suffit pas qu'il y ait un certain nombre de stimulations périphériques pour qu'il y ait le plaisir. Et si les garçons comprennent ça, ça doit un peu nuancer ce qu'ils apprennent dans les films pornographiques, et si les filles comprennent ça, ça doit probablement nuancer leur manière de vivre leur sexualité. Vous voyez que on ne va pas au-delà de ça. Et simplement, ça veut dire que ça se passe dans la tête. Or, à quoi ça sert une tête? Ben, ça sert à intégrer toute l'histoire personnelle, toute la culture, etc. Et donc oui, bien sûr, on est à la frontière, mais on ne va pas la franchir, cette frontière. Simplement, c'est dans la tête que ça se passe. D'accord? Et ça, c'est probablement, là pour le coup, me semble-t-il, une idée éducative assez fondamentale. Bon, alors, je passe là-dessus. Alors, une polémique. Alors, pourquoi finalement on nous a tant embêtés avec ça? Je vais aller vite. Alors, ça a commencé par ça, à peu près. Vous voyez, nous étions le diable. On nous a dit c'est un déferlement idéologique. Nous avons été accusés d'inciter à la débauche homosexuelle. Je me suis précipité sur le programme pour le relire, parce que je me suis dit, on a dû laisser une coquille, c'est pas possible. Mais bon. Donc ça a commencé par des sites tout à fait extrémistes, hein, vous voyez, vers la fin du mois de mai, effectivement d'inspiration religieuse, mais tout de même religieuse très particulière, et que c'était des propos volontairement et délibérément homophobes. Et puis ça s'est nuancé. Alors après, plutôt que de parler d'homosexualité, parce qu'ils se sont bien rendus compte que ça n'allait pas marcher, donc on a introduit la théorie du genre. C'est eux qui ont introduit la théorie du genre dans les programmes. Hein. Et un jour, M. Pujadas a ouvert son journal de 20 heures en disant « Maintenant qu'on a introduit la théorie du genre dans les programmes de lycée, etc. etc. » Bon. Alors là aussi, je me suis reporté vers les programmes. Ben non, ça y est pas, la théorie du genre. Sauf à considérer qu'à l'école élémentaire, quand on dit qu'il faut accorder le participe passé en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte, on fait peut-être déjà de la théorie du genre. Alors là, si c'est ça, évidemment, d'accord. Bon.
Puis on a eu Madame Boutin, voilà, et puis on a eu un certain nombre de parlementaires, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les dernières critiques qui ont été formulées vers la fin du mois d'août et le début du mois de septembre, eh bien, nous avons été accusés tout simplement de nier la création de l'homme et de la femme. Et donc je rejoins tout à fait ce qui a été dit tout à l'heure. En effet, l'inspiration fondamentale de ces critiques, c'est une inspiration créationniste. Alors, vous voyez, quand on écrit un programme, on est sûr juste d'une chose, c'est que tout le monde sera contre. Bon, ça c'est la loi du genre, hein, un programme est écrit pour servir d'objet de critique. Bon. Mais sur cette question-là, on s'attendait à des critiques. Venant de ce bord-là, nous nous attendions à ce que soit critiquée l'introduction du mot plaisir. Personne n'en a parlé. On s'est arrêté au genre. Bon. De notre côté, nous nous attendions presque à avoir des critiques, je dirais, de généticiens purs et durs, nous reprochant de présenter un certain nombre de caractéristiques biologiques comme non totalement programmées biologiquement, enfin du moins en tout cas en interaction avec une histoire personnelle. Rien de ce côté-là. Donc vous voyez, finalement, la vie est pleine de surprises. Bon. Et puis ensuite on a eu évidemment un certain nombre de gens, mais je j'outrepasse le droit à l'image, je le confesse absolument. Mais enfin, c'est parce que ça fait quand même plaisir. Pour être tout à fait franc, je me suis parfois senti un peu seul entre le mois de mai et le mois de septembre, parce que peu de gens tout de même s'occupaient de s'exprimer sur les programmes autrement que par simple réaction au spam qu'ils avaient reçu et qu'ils croyaient dur comme fer. Et puis donc nous avons eu un certain nombre de voix qui se sont portées à la défense de nos programmes. Ce qui est intéressant, c'est que ces voix, comme vous le voyez, étaient variées et de tous bords, et cette multiplicité, évidemment, des horizons de défense était intéressante. Et nous avons eu l'impression que nous avions complètement gagné quand sont apparus enfin des articles reprochant au programme de ne pas aller assez loin dans cette direction. Alors là, on s'est dit, on a dû finalement faire ce qu'il fallait. Voilà. Alors, vous voyez, ce qui est tout à fait extraordinaire dans la manière dont se sont passées ces controverses, c'est, comment dirais-je, c'est ce qu'on pourrait aussi regarder en termes d'éducation aux médias. Parce que vous avez eu chronologiquement, tout d'abord, des propos démentiels d'un certain nombre d'excités qui en eux-mêmes n'auraient retenu l'attention de personne. Puis la transformation habile de ce message en un message édulcoré et diffusé par des centaines et des centaines de spams envoyés à tout le monde, parlant de l'introduction de la théorie du genre dans les programmes. Et puis vous avez eu le relais de cette information. Je ne suis pas encore tout à fait remis d'avoir constaté que les informations du journal de 20 heures peuvent puiser leurs sources dans les spams reçus par les journalistes sans que les personnes en question n'aient pris la précaution d'aller lire un texte somme toute relativement public. Quand même, un programme, ce n'est pas un texte secret. Et la manière dont du propos démentiel au propos édulcoré, multiplié par spam, transformé en message d'information, qui du coup se trouve cautionné par les grands médias, cru tel quel par toute une sphère politique, et qui aboutit finalement à une pétition signée par certainement des gens tout à fait bien intentionnés, et n'ayant évidemment rien à voir intellectuellement avec ceux dont était partie l'affaire. Vous voyez comment on a une sorte d'emballement médiatique qui fait quand même que les choses disparaissent, cessent totalement d'être raisonnables. Vous savez, on a vécu un peu récemment des choses avec la prétendue fuite sur le sujet de bac de ES, la fuite étant que
sachant qu'il y avait 4 thèmes possibles, 3 étaient sortis et il y en avait un qui avait dit quels étaient les 3. Il a fallu que je fasse quand même une note pour expliquer que si 10 sites disaient au hasard n'importe quoi, il y avait une probabilité 0,95 pour qu'au moins un ait donné la bonne combinaison. Donc ça me paraissait tout de même une fuite extrêmement limitée. Mais c'est le même ordre de problème, vous voyez, hein. Et finalement, l'institution se trouve amenée à répondre à des trucs totalement farfelus qui n'ont rien à voir avec son fonctionnement et qui finalement perturbent complètement le débat. Enfin, heureusement que finalement, vous n'avez pas eu à résoudre tout ça au moment d'étudier les programmes. Alors, on a même été parfois défendu par, y compris la presse humoristique. Bon, ça, c'est vraiment pour mémoire. Ça, c'est un extrait du Canard enchaîné, bien entendu. Voilà. Et tout ça pour dire que, bon, ben voilà, si on fait un florilège des critiques, vous voyez, qui nous ont été opposés, alors tout, l'apologie, nous allons vous faire le contrôle des consciences. Ce qui est le plus extraordinaire, c'est qu'on a réussi à reprocher à ce programme de vouloir ravaler la sexualité humaine au rang de sexualité animale, alors que finalement, c'est même la première fois qu'on essayait au contraire de la distinguer un petit peu. Et que si on a appelé ça masculin-féminin, c'est justement parce qu'on ne voulait pas l'appeler mâle-femelle. Hein, justement. Bon. Je me souviens même que quelqu'un m'a dit, d'ailleurs, un brillant professeur de SVT, ici présent, m'a expliqué que féminin, masculin, tout le monde était au courant là-dessus et qu'il n'y avait aucun problème de malentendu. Mais bon, finalement, remarquez, je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant quand même. Alors on a beaucoup critiqué les manuels. Alors voilà quelques extraits. Et alors, vous voyez, d'ailleurs, il y a des choses qui sont étranges, parce que quand vous voyez, par exemple, cette image où on voit ces 2 braves singes, là, comportement sexuel non stéréotypé, enfin les primates hominidés. Bon, alors, ce qui a fait réagir, c'est non stéréotypé. Alors que moi, je me serais attendu à ce que, par exemple, on proteste pour la présence de la banane, dont je me demande bien à quoi elle peut servir dans cette affaire. Mais bon, voilà. Donc là aussi, il y a quelquefois des réactions un peu inattendues. Bon. Voilà, beaucoup pour rien. Shakespeare me paraît conclure à la perfection cette affaire-là. Bon, je vais peut-être m'arrêter là et puis je répondrai à vos questions, ce sera plus utile.